Avant de commencer, je voulais vous montrer ma petite crapouille numéro 2 qui est arrivée à la maison il y a très peu de temps. Elle s'appelle Zumi et on est fou amoureux de cette petite bête. Sa grande soeur par contre beaucoup moins, ça se passe pas très bien pour le moment avec elle. Ça fait 4 jours au moment où je vous parle. Et on va dire que c'est pas l'amour fou entre elles. Voilà. Mais au moins, je vous l'ai présenté. Hello, on se retrouve aujourd'hui pour le top 10 des lectures du trimestre numéro 2. Puisque j'avais fait la même chose pour le trimestre 1, on fait la même chose pour le trimestre 2. Ce trimestre aussi, ça a été un peu plus compliqué parce qu'il n'y a qu'un coup de cœur que j'ai eu sur ces 3 derniers mois. Et j'aimerais bien que ça revienne parce qu'autant j'en ai eu pas mal en début d'année, autant là c'est un peu le calme plat. J'aimerais bien que ça revienne. Après, j'ai eu des très chouettes lectures. Donc, tout ce que je vais vous présenter, c'est à minima des très chouettes surprises ou très chouettes lectures. Avant de démarrer cette vidéo, je voulais absolument vous remercier pour les 400 abonnés. Parce que c'était l'objectif que je m'étais fixé en un an. Je m'étais mis un objectif qui était, selon moi, réalisable. Et finalement, ça fonctionne de mettre des objectifs réalisables. Parce que je suis fière de moi d'avoir réussi à atteindre mon objectif. Alors que pour certains c'est très peu, la majorité ils cherchent à avoir peut-être 1000 abonnés en un an, je sais pas combien, enfin... Mais moi je m'étais fixé cet objectif là et on arrive à 10 mois et demi au moment où je filme cette vidéo et les 400 sont là. Donc merci beaucoup, merci du fond du cœur. J'espère que le contenu sera forcément de mieux en mieux parce que je vois que là en 10 mois je me suis extrêmement beaucoup améliorée et je trouve que je suis un peu plus naturelle et je vous remercie de me suivre durant chacune de ces semaines et de partager avec moi, de répondre en commentaire, de me donner des recommandations quand je vous en donne. J'adore partager. Je pense que c'était une des meilleures décisions de me mettre sur les réseaux pour cette raison, pour le partage. J'ai eu tout ce que je voulais sur cette décision et vraiment je suis ravie. Merci. Vous me donnez de la force chaque semaine et ça m'anime. Merci beaucoup. Encore une fois, je m'arrête là et je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est parti. En numéro 10, j'ai mis La vie qu'on m'a choisie de Hélène Marie Wiseman que j'ai là dans les éditions Pocket. Si vous entendez du coup des petits bruits de patounes, de chats qui courent, de bruits de jeux, c'est Zumi ou Salix qui joue à côté. Donc c'est normal. Voilà, vous inquiétez pas. Je disais donc, ce livre-là, c'est donc l'histoire de deux filles. Donc une en 1931, une petite fille de 7 ans qui a toujours été gardée, séquestrée dans un grenier parce qu'on lui faisait dire que c'était un monstre. Et du jour au lendemain, elle va être vendue par sa mère auprès d'un cirque. Et de là... elle va avoir une vie vraiment pas simple, que ce soit du début de sa vie à la fin de sa vie, ce fut une vie pas simple. Et en parallèle, on va suivre en 1956 Julia qui va récupérer le manoir où la petite fille vivait dans le grenier et elle va découvrir donc tous les secrets qui sont liés. C'est hyper chouette, c'est hyper prenant, c'est très addictif parce qu'on a vraiment envie d'avoir la suite. Par contre, c'est pas la lecture la plus joyeuse que vous allez avoir parce que ça traite beaucoup de l'enfance, de l'adolescence, de parcours de vie difficiles, compliqués. Il y a quand même pas mal de sujets qui sont traités, de maltraitance aussi. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont traitées comme sujet, donc... c'est pas forcément le livre le plus simple à lire, mais c'est une très chouette histoire, je vous le recommande. En 9e position, j'ai mis The Perfect Match de Lila Mars, publié dans la collection H. Pour rappel, dans cette histoire, on va suivre un monde dystopique dans lequel l'amour est régi par un algorithme qui met les gens ensemble en fonction de leur compatibilité. Donc si deux personnes sont amoureuses mais ne sont pas compatibles, ils ne pourront jamais se marier, avoir des enfants, etc. C'est l'algorithme qui décide de tous les parcours amoureux. Alors il y a des justifications à ça, ils disent que l'amour ça fait mal, qu'il y a trop de tromperies, de déception, voilà. Donc ils ont mis ça en place, sauf que ça prend pas en compte par exemple l'homosexualité, donc ça pose question. Et nous on va suivre plus particulièrement une jeune fille qui veut absolument se marier à son amour d'enfance, sauf que l'algorithme va annoncer qu'ils ne sont pas compatibles et elle va être mariée de force au grand frère de son amour d'enfance. Et ça va être un petit peu compliqué comme relation. Je trouve que ce livre amène des réflexions plutôt sympas autour de l'amour, de la propagande, enfin c'est vraiment une très chouette biologie qui traite de beaucoup de sujets. Les relations entre personnages sont vraiment sympas, c'est un peu le jeu du chat et de la souris. Il y a des trahisons, il y a des complots politiques, il y a de la stratégie, il y a vraiment beaucoup de choses dans ce roman, ce qui fait que le premier tome est absolument addictif.
J'ai pas mis le second tome dans ce top parce qu'il était un petit peu en dessous, mais ce premier tome, vraiment, je vous le recommande à 100 000%. Vous voyez pas les pages défiler. En 8e position, j'ai mis Elana, le pacte des marches sombres de Pierre Bottero, publié chez Rajo. Ça a été une énorme surprise, celui-ci, parce que j'avais donc lu La Quête et les mondes des Willan que je n'avais pas du tout apprécié. Je n'avais pas apprécié la plume, les personnages surtout qui m'avaient agacé au plus haut point. Donc ça a été une grande surprise parce que c'est complètement différent. Donc pour rappel, on suit Elana qui va être recueillie par les petits parce que ses parents sont morts très jeunes. Sauf qu'un jour, elle va commencer à se poser des questions, à pas comprendre pourquoi elle est avec les petits. Ben, elle comprend bien que c'est une humaine, donc elle va partir sur les routes et va rencontrer quelqu'un qui va la faire devenir une marche sombre. Et ça va être tout un parcours initiatique d'Elana. C'est vraiment très rythmé, très chouette. J'ai adoré suivre le parcours initiatique. Les personnages sont bien construits. Elana est super chouette. Le monde tel qu'il est, c'était génial. La plume, pour le coup, moi qui n'aimais pas avant, j'ai beaucoup aimé. Alors, ce premier tome est vraiment génial, j'ai lu que le deuxième pour l'instant, et le deuxième je l'ai moins aimé. Après, est-ce que c'est la malédiction du tome 2? Est-ce que c'est autre chose? Je ne sais pas. C'est vraiment un premier tome vraiment très chouette. En 7e position, j'ai mis Ivy Wild de Helen Harper, publié chez Bookmark. C'est un livre qui a été pareil, une énorme surprise. C'est un intégral qui traînait dans ma pile à lire numérique depuis des années, peut-être 1 an et demi, 2 ans, 3 ans même. Et je m'étais jamais dirigée dessus jusqu'à que je vois de plus en plus de monde qui faisait des retours dessus et c'était super élogieux. Donc je suis tombée dessus sur une application de lecture audio et je me suis dit c'est le moment. Et j'ai adoré, mais vraiment j'ai adoré. On y suit Ivy qui est une sorcière mais qui n'avait pas envie de faire partie de l'ordre parce que elle n'a pas envie de faire d'efforts dans la vie, elle comprend pas tout ce que c'est, la rigueur du travail, ça ne lui plaît pas, c'est pas comme ça qu'elle souhaite vivre sa vie. Sauf qu'un jour elle va être liée à un membre de l'ordre, un inspecteur de l'ordre, qui lui est tout l'inverse d'elle. Il a une rigueur du travail, il passe son temps à travailler, il ne pense que par le travail, il y a que ça qui l'anime dans la vie. Et ils vont être liés et forcés de travailler ensemble pendant une certaine durée. Et c'est une enquête fantastique, absolument géniale. Le principal point fort de cette saga, c'est Ivy, qui a un humour décapant, décalé. Vraiment, elle fait toute la saga, c'est pointé de touches légères tout en ayant une enquête très prenante. J'ai vraiment passé un excellent moment avec ce premier tome. Je ne peux que vous le conseiller et je comprends enfin pourquoi les personnes disaient d'aller vraiment lire cette saga parce que c'est génial. En 6e position, j'ai mis Fireborn de Sarah El Harifi. Donc là, dans les éditions Fairyloot, que le livre, je pense que c'est l'un des plus beaux livres de ma bibliothèque. Je l'adore, je le trouve trop beau, je suis en amour dessus. On va suivre donc 2 sœurs dont j'ai complètement oublié le prénom parce que c'était en avril, je pense que je l'ai lu. Donc ça remonte un petit peu et là, j'avoue, les prénoms je les ai plus en tête. Je me souviens de l'histoire mais les prénoms je les ai plus en tête. La première, c'est une guerrière qui va être exilée parce qu'elle a pas suivi un ordre. Et elle va être rejointe par sa sœur qui, elle, a une relation très particulière à la divinité. Et en fait, elles vont tomber par surprise sur quelque chose d'un peu inattendu dans la forêt une fois qu'elles sont en exil. Et de là va découler pas mal de choses. Les points forts de celui-ci, c'est un amour fraternel absolument incroyable. Enfin, fraternel, comment on dit pour faire son sœur? J'en ai aucune idée. Le système de magie qui est hyper intéressant parce qu'il est basé sur un espèce de tambour. Les différences entre les sœurs, les différents points de vue, tout ce qui est stratégie politique entre les différentes espèces. J'ai passé un excellent moment. Alors oui, ça ne réinvente rien de particulier. Sauf que y a toute une inclusion qui est faite par l'autrice parce que c'est des héroïnes noires, parce que pour une fois c'est un amour entre sœurs qui est absolument sain. Voilà, je ne peux que vous le conseiller, j'ai vraiment passé un très chouette moment et j'ai hâte d'avoir le second tome, mais vu que celui-ci est sorti qu'en janvier je crois, on est pas près d'avoir le second, mais vraiment j'ai adoré, c'était vraiment une très très chouette lecture. En 5e position, j'ai mis The Hurricane Wars de Thean Gwenzon que j'ai reçu en service presse par le label Calix. C'est une histoire que j'ai vraiment adorée parce que j'étais complètement plongée dans l'ambiance. C'est un livre, il faut réussir à rentrer dedans. Parce que sinon je pense qu'on passe complètement à côté. C'est souvent ce qui revient dans les chroniques Instagram, dans les chroniques sur YouTube que je vois. C'est souvent ce manque d'implication dans l'histoire, enfin
ils n'arrivent pas à rentrer dans l'univers, ce qui n'a pas du tout été mon cas. Donc pour rappel, on va suivre Talazine qui maîtrise le pouvoir de la lumière et Alaric qui maîtrise le pouvoir de l'ombre. Et à deux, ils ont un pouvoir qui est un peu complètement à l'opposé. Et je sais pas pourquoi, ça a un effet Madeleine de Proust pour moi d'avoir, je sais pas, l'ombre et la lumière. Je sais pas, j'adorais ça quand j'étais gamine. Donc quand j'ai retrouvé ça dedans, j'étais hyper contente. Bref, je reviens à mon résumé, je m'éparpille. Talazine fait donc partie d'un empire qui est combattu par l'Empire de la Nuit, donc dont Alaric qui est le prince de cet empire-là. Son empire va être battu et elle va être exilée dans une autre île et de là va découler pas mal de stratégies, de complots politiques, de mariages arrangés, de pas mal de choses. Un parcours initiatique autour de la magie pour sauver certaines choses. Moi j'ai vraiment passé un excellent moment. Je ne peux que vous le recommander. C'est pas un coup de cœur, c'est passé pas loin. Je sais pas trop ce qui m'a manqué mais c'est vraiment très chouette. Et j'ai hâte de lire le second tome qui, je crois, vient de sortir en VO. En quatrième position, j'ai mis 6 couronnes écarlates de Elisabeth Lim Chirajo. C'est un livre doudou, cosy, c'est à la limite peut-être du jeunesse, c'est du young adulte, ouais, plus tiré adolescent, je pense. Mais j'ai passé un tellement chouette moment, tellement doux, tellement réconfortant. On est sur une histoire où on va suivre Shiori, qui est la dernière d'une fratrie de 7, donc tous ces autres... le reste de sa fratrie, ce sont des garçons. Et un jour, la belle-mère va maudire Shiori et ses frères. Shiori, elle ne va plus pouvoir parler et ses frères vont se transformer en grues. Et si Shiori parle, ses frères vont mourir. Donc elle va être exilée et elle va vouloir rompre cette malédiction. T'as une ambiance conte, c'est des paysages magnifiques. C'est une histoire qui est saine au niveau de la romance. C'est une histoire où au final, notre héroïne principale, elle ne peut pas parler. Donc... moi je me suis posé la question au début de savoir comment elle allait communiquer, est-ce qu'elle allait réussir à communiquer, est-ce qu'on allait comprendre tout ce qu'elle voulait faire passer, et en fait l'autrice a fait ça de manière géniale. J'ai pas eu la sensation qu'elle était muette finalement, cette Shiori. C'était vraiment bien, j'ai passé un excellent moment, et si vous cherchez une histoire qui est réconfortante mais qui est aussi extrêmement prenante avec des retournements de situation surprenantes, vous pouvez y aller. Je crois que j'ai fait un nombre de rimes dans cette phrase incroyable. On passe à mon podium et là, la troisième position a été attribuée à L'Engrange-Temps, le tome 2 de Neil Pfeffer, dont j'ai passé pareil un excellent moment. C'est pareil, c'est une histoire qui est adolescente, on va dire. Donc c'est dans du young adulte, mais plutôt vers le bas. Il y a toujours ce débat young adulte. Il y en a qui regroupent les young adultes avec l'adolescence. Il y en a qui vont de 12 à 25. Voilà. En vrai de vrai, il y a deux catégories. Il y a vraiment le young adulte qui va de 17, on va dire 16-17 à 25 ans. Et après, il y a l'adolescent qui va du 12 à 15-16 ans, on va dire quelque chose comme ça, où les problématiques sont pas les mêmes. L'Engrange-Temps, c'est... le premier tome, c'est sûr, c'est vraiment de l'adolescent. Le second tome, je trouve qu'il est plus travaillé, plus poussé, et les problématiques sont plus profondes, peut-être. Enfin, c'est pas, y a pas de jugement de profondeur, mais c'est plus complexe, on va dire, à comprendre. Et notre héroïne principale est plus âgée aussi, donc on peut dire que la série a un peu évolué en termes d'adaptation publique, on peut dire. Même s'il est tout à fait accessible aux adolescents, je pense. Pour rappel, on va suivre Sophie, qui est une crew de langue qui parle aux horloges, et donc elle les bichonne, elle les répare, etc. Et un jour, elle va tomber sur une horloge un peu particulière qui va la ramener dans le passé, et elle va être mêlée du coup à un complot politique auprès des princes de son royaume. Le premier tome était génial, même si j'avais besoin que ça soit un peu plus poussé. C'était peut-être un peu trop jeunesse pour moi, ce que je n'ai pas dû trouver dans le tome 2. J'ai vraiment adoré cette lecture, c'est beaucoup plus sombre. Il y a un côté émotion qui est très présente, surtout à la fin du roman. Elle n'hésite pas à faire mourir des gens si elle a besoin. Elle prend des risques, cette autrice. Il y a une plume qui est extrêmement fluide. J'ai vraiment passé un très bon moment, et ce tome est beaucoup plus sombre et traite de problématiques beaucoup plus sombres aussi, et c'est génial. C'est fluide, ça se lit rapidement, c'est prenant, t'es à fond dans ta lecture. Je peux que vous le conseiller, c'est vraiment très chouette. Après, si vous êtes du genre à ne lire que de la fantasy adulte, je vous dirigerai pas vers ça parce que je pense qu'il va vous manquer des choses au niveau de la construction d'univers, au niveau des personnages, au niveau peut-être des complots.
mais c'est vraiment une très chouette lecture. En seconde position, on retrouve Outre Noir de Mark J. Gregson, publié chez Lumen, que j'ai reçu en service presse numérique, que j'ai vraiment adoré. On est donc sur une dystopie qui marche en caste. Nous avons les subs, les mids et les supras. Les subs, c'est les plus pauvres, les mids, c'est les moyens, et les supras, ce sont les notables, les plus riches, ceux qui ont une position politique très forte. Bref, c'est donc constitué par caste, et nous allons suivre Conrad qui fait partie des subs et qui vit dans la pauvreté avec sa mère. Sauf que avant, faisait partie des supras, sauf qu'à la mort de son père, il a été déchu. Pour une raison que je ne vous expliquerai pas, mais sa sœur a été gardée par son oncle et tout ce qu'il veut lui c'est récupérer sa sœur. Et pour ça il va passer un marché avec son oncle. S'il rentre dans une guilde, donc la guilde de la chasse, il pourra récupérer sa petite sœur s'il arrive au bout du parcours initiatique. Donc on va suivre justement cette sélection, cette arrivée dans la guilde de la chasse, tout son parcours initiatique. Sauf qu'il y a beaucoup de compétition entre les différents personnages et il y a une problématique beaucoup plus profonde liée au caste, mais également sur quelque chose d'autre qui arrive à la fin du roman qui est très surprenant, où j'ai trouvé cette histoire vraiment captivante. Vraiment j'étais captivée, j'étais à fond dans l'histoire, et même si Conrad est clairement antipathique au début, franchement je me suis dit mais quel est ce personnage, il va me gonfler. Au final quand tu comprends ses problématiques, tu comprends pourquoi il est comme ça passe tout seul, tu finis par t'y attacher, et tous les autres personnages sont bien construits, ils ont leurs propres problématiques, et ils ont tous une raison de participer à ce parcours initiatique, à cette guilde de la chasse, et c'est ce qui rend, je trouve, le roman très riche et très prenant, parce que chacun va servir ses propres intérêts, sauf que dans un navire, il faut qu'ils aient une cohésion d'équipe, il faut qu'ils puissent participer ensemble. C'est génial, je ne peux que vous recommander, j'ai passé un excellent moment et j'ai très hâte de lire le second tome, mais vu qu'il vient juste de sortir le mois dernier, là je pense qu'on a les rames à sortir. Par contre il est sorti en VO, voilà, si jamais ça vous intéresse. Et enfin, et ça sera une surprise pour absolument personne, puisque je n'ai fait que vous bassiner sur toutes les dernières vidéos sur ce titre là, je parle bien de Divine Rivalité qui arrive au top de ce top 10, puisque c'est le seul et unique coup de cœur que j'ai eu sur ces 3 derniers mois. Donc c'est Divine Rivalité de Rebecca Ross, publié donc chez De Saxus en français, que moi j'ai dans les éditions Magpie anglaises, mais que vous pouvez retrouver en français si vous le souhaitez. On suit donc, est-ce que je vous fais vraiment la fondue du résumé? Vraiment? Non, je pense pas. Je suis sûre que vous l'avez fait passer partout. Si jamais vous avez besoin, il y a peut-être 4 vidéos où j'en parle de celui-ci. Si ça peut vous aider, je l'ai lu en mai, donc si vous cherchez mon bilan du mois de mai, vous trouverez ce titre-là, je vous le mets dans le petit si vous avez besoin, mais je vous ferai pas la fin du résumé, parce que je sais que je vous ai bassiné avec ça, j'ai trop passé un bon moment. Mais c'est une histoire qui est vraiment magnifique, les échanges épistolaires font tout, je trouve. La plume de l'autrice est géniale, tout est fluide, les personnages sont bien construits, les échanges épistolaires rajoutent à la magie, le contexte de guerre fait que t'es encore plus pris dans l'histoire, tu as peur pour tes personnages, il y a des retournements de situation, il y a des moments absolument mignons et beaux, voilà, je ne peux que vous le conseiller. Le seul truc que moi m'a un petit peu dérangé, c'est qu'il y a une grosse part dans ce livre-là qui parle d'un mensonge, et ce mensonge m'a parfois un peu dérangé parce que, je sais pas, c'est une notion que j'aime pas beaucoup, le mensonge, donc c'est vrai qu'il y a une grosse partie du bouquin qui est autour de ça, donc c'est peut-être le seul bémol que je lui mettrai, et j'ai hâte de découvrir la suite et la fin de cette duologie. Il faut vraiment que je le commence, je l'ai toujours pas fait, mais là ça devient urgent. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'ai donc présenté mon top 10, j'espère que les 3 prochains mois seront beaucoup plus fournis au niveau des coups de cœur, mais je vois, je sais pas si vous l'avez senti, mais en fait, mon engouement est quand même là pour les très bonnes surprises et les très bonnes lectures. Et je trouve que, en fait, c'est marrant parce que plus la vidéo avançait, plus j'étais enflammée dans ce que je disais. Au final, c'est très représentatif de ce top 10. Parce que je finis sur les chapeaux de roue avec le sourire jusque-là. Rien que le fait de repenser à ces histoires, je me dis c'était vraiment chouette, j'ai vraiment passé des excellents moments. Et j'espère que ça va continuer comme ça, même plus encore, et avoir des énormes coups de cœur. Je pense que déjà le 2e tome de Divine Rivalité va l'être probablement. Et j'aimerais vraiment le lire dans les 3 prochains mois, parce que j'aimerais bien le lire avant la sortie en français qui arrive en novembre, je crois. Dites-moi quel est votre top 3 de vos lectures de ces 3 derniers mois. Je vous souhaite une excellente semaine et prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker, de commenter ou de vous abonner. Merci beaucoup.